Le rire venait de la mauvaise pièce. Elle comptait le linge dans le passage est. 3 piles en profondeur, 4 en largeur. Le grand livre de comptes était calé contre sa hanche. C'est alors que le son l'a atteinte à travers les boiseries. C'était comme quelque chose qu'elle n'avait jamais entendu dans cette maison. Pendant un instant, elle ne put lui donner de nom. Un son bas et soudain, spontané, coupé presque avant d'être terminé. Puis, le silence. Et le poids ordinaire d'Ashvale qui retombait sur lui-même. Elle resta parfaitement immobile. Elle ne savait pas encore ce que ce son signifierait à la Saint-Michel. Si elle l'avait su, elle n'aurait pas déplacé un seul drap de l'étagère. Son nom était Constance Prior. Elle vivait à Ashvale depuis 11 mois. Elle était la dame de compagnie de la duchesse douairière. C'était un titre qui signifiait tout, et une position qui ne signifiait presque rien. Elle avait 26 ans. Elle était ordinaire, comme le sont les femmes, qui n'essaient pas de ne pas l'être. Autrement dit, elle était simplement elle-même, sans artifice ni excuse. Elle pouvait lire un livre de contes domestiques, le temps que la plupart des gens mettent à trouver leurs lunettes. Elle pouvait identifier une fausse inscription à la pression de la plume, avant même de vérifier les chiffres. Elle pouvait dire si quelqu'un mentait en observant s'il clignait des yeux avant ou après avoir parlé. En 11 mois, elle n'avait pas été présentée au duc. Ce n'était pas un accident. La douairière s'en assurait. Constance avait une théorie précise sur la raison de cette situation. Et elle gardait cette théorie pour elle, dans le même registre où elle gardait tout ce qu'elle ne pouvait pas encore prouver. Il restait 3 jours avant l'arrivée de Lord et Lady Wetmore, les cousins du duc. Ils venaient chaque année, à la fin du mois de septembre, pour rappeler au domaine qui était le plus proche du titre. Après eux, viendraient les avocats, le 1er octobre. Puis, la lecture du codicille modifié du défunt duc. Le document que personne n'avait mentionné directement à Constance, mais qu'elle avait lu 2 mois plus tôt quand il était tombé du secrétaire de la douairière. Elle l'avait remis en place sans commentaire, archivant son contenu dans un coin de son esprit, comme une facture pas encore due. Le codicille exigeait que le duc actuel se marie avant son 30e anniversaire. Sinon, il devrait céder une partie importante du domaine non grevé à une fiducie administrée par les Wetmore. Son 30e anniversaire était le 29 septembre. Les Wetmore arrivaient le 27. Le rire, si c'en était un, avait 3 jours d'avance et 8 ans de retard. D'après tous les récits qu'elle avait recueillis auprès des domestiques qui lui parlaient, elle ferma le registre et se remit au travail. Elle le vit pour la première fois dans la galerie des portraits, un endroit où elle n'aurait pas dû se trouver. Elle était allée chercher une lettre que la douairière avait égarée. C'était la version qu'elle se répétait en marchant rapidement le long de la galerie. Il se tenait à l'autre bout, le dos tourné. Il regardait le portrait de son père. Il avait l'immobilité particulière d'un homme qui n'attend plus de réponse du portrait, mais qui continue de demander quand même. Il était plus grand que ce que les proportions de la galerie ne le laissaient supposer. Ses mains jointes dans son dos étaient des mains de travailleur sur une carrure de duc. Elle portait des cicatrices sur les articulations et une tache d'encre à un poignet. Son épaule droite était légèrement plus basse que la gauche. C'était la marque des hommes qui ont fait le genre de guerre qui vous arrache un morceau sans permission. Constance s'arrêta. Elle avait la lettre. Elle aurait dû partir. Elle ne partit pas. Il se retourna non pas avec surprise, mais avec le regard d'un homme qui savait depuis plusieurs secondes qu'il n'était plus seul et qui avait décidé du moment où il le reconnaîtrait. Son visage n'était pas beau au sens conventionnel du terme. La guerre s'y était installée aussi, dans la ligne de sa mâchoire et l'économie contrôlée autour de ses yeux. Il la dévisagea avec l'expression de quelqu'un qui a appris à lire les gens et qui les trouve le plus souvent décevants. Elle soutint son regard avec l'expression qu'elle avait apprise pour ce genre de moment précis. Cela ressemblait à du sang-froid, et c'en était. Simplement avec un registre de comptes qui tournait en arrière-plan. « Vous n'êtes pas la dame de compagnie de ma mère, dit-il. Ce n'était pas une question. Si, votre grâce. Il la regarda pendant 3 secondes. Elle m'a dit que vous étiez âgée et que vous portiez des lunettes. C'est une femme créative. Quelque chose passa dans ses yeux. Ce n'était pas un rire. C'était le souvenir de l'endroit où un rire irait s'il en avait encore un. Il se retourna vers le portrait. « Mademoiselle Prior, dit-il. Il avait appris son nom avant cette conversation. C'était intéressant. Les Wetmore arrivent dans 3 jours. J'en suis consciente, votre grâce. Êtes-vous au courant du codicille? La question était un test. Elle avait appris très tôt que son genre de calme ne relevait pas de la curiosité, mais de la précision.
Il ne posait pas de questions qu'il n'avait pas l'intention de terminer. « Je le suis, dit-elle. « Alors vous savez, dit-il, regardant toujours son père, que je suis en difficulté. Je sais que quelqu'un aimerait beaucoup que vous le croyiez. » Il se retourna alors vers elle. L'économie contrôlée de son visage avait changé. « Asseyez-vous, mademoiselle Prior, dit-il. C'est-à-dire, si vous n'avez pas de linge à compter. » Elle s'assit. La conversation qui suivit ne fut pas exactement agréable, mais elle fut précise, ce qui leur convenait à tous les deux. Il avait correspondu avec une femme choisie par sa mère, une certaine mademoiselle Honoria Fenwick du Lincolnshire. Elle était tout ce que Constance n'était pas. De bonne famille, avec de bonnes relations, et vraiment agréable. La correspondance durait depuis 8 mois. Il avait écrit 4 lettres et en avait reçu 7. La veille, il avait reçu une lettre de mademoiselle Fenwick, se retirant de l'arrangement avec une détresse évidente. Elle citait seulement avoir appris quelque chose sur son caractère qui rendait leur union impossible. Il avait immédiatement écrit pour demander ce qu'elle avait appris et de qui. Il n'avait pas encore de réponse. « 3 jours, dit Constance. 3 jours. Et si aucun arrangement n'est en place, la fiducie. » Il le dit d'un ton neutre. 3 fermes à Cumberland et la totalité de Homewood passeront sous l'administration des Wetmore pour une génération. Ce qui veut dire qu'elles iront au Wetmore, car mon cousin comprend l'administration comme un faucon comprend les lapins. Elle le regarda droit dans les yeux. « Votre grâce, j'ai une question et je veux que vous y répondiez honnêtement. Vous serez la première à me demander cela depuis un certain temps. Avez-vous écrit quoi que ce soit dans ces 4 lettres qui pourrait être interprétées par quelqu'un, les lisant avec un esprit hostile, comme une preuve d'indifférence froide ou d'intention mercenaire? » Il resta silencieux pendant 4 secondes. « Oui, dit-il. Je ne suis pas habitué à ce genre d'exercice. J'ai dit plus d'une fois que l'arrangement semblait sensé. J'ai posé des questions sur la superficie des terres. Vous avez posé des questions sur la superficie des terres. J'essayais d'être pratique. »« Votre grâce, dit Constance. Quelqu'un a lu ces lettres à mademoiselle Fenwick avec un esprit très hostile. Le silence qui suivit était de ceux qui s'installent quand une personne réalise qu'elle a entretenu une supposition pendant 8 mois et que celle-ci vient de se retourner dans ses mains pour lui montrer son autre visage. Il s'appelait Aldrich, bien que personne à Asheville ne l'appelât ainsi, sauf sa mère dans ses moments les plus impérieux. Les domestiques l'appelaient le duc, de la manière dont on désigne quelqu'un par sa fonction quand on n'est pas sûr que la personne à l'intérieur soit accessible. Le personnel extérieur, le palefrenier, le jardinier en chef, l'homme qui gérait la glacière, l'appelait monsieur. Ils utilisaient le ton réservé à quelqu'un qu'ils suivraient dans une situation où un tel suivi serait vraiment dangereux. Constance avait catalogué tout cela en 11 mois. Ceux qui ne pouvaient rien faire pour lui le traitaient avec une confiance simple. Ceux qui voulaient quelque chose de lui prenaient grand soin de paraître ne rien vouloir. Son secrétaire était un homme nommé Pell. Il servait le domaine depuis 12 ans et n'avait, à ce que l'on pouvait voir, aucun intérêt au-delà de sa gestion efficace. Il avait l'habitude particulière de redresser tout ce à côté de quoi il se tenait. Un chandelier, une pile de papier, une chaise décalée de 2 degrés. Cela lui donnait l'air d'exister dans un état perpétuel de rectitude tranquille. Constance avait noté cette habitude dès la première semaine. Elle avait aussi noté qu'il était méticuleux avec le courrier de la maison. Les lettres quittaient son bureau dans l'ordre de leur arrivée et atteignaient leur destination avec précision. Et il visitait le salon de la douairière 3 fois par semaine, soit 2 fois de plus que ce que ses fonctions exigeaient. Elle n'en avait encore parlé à personne. Le lendemain de sa conversation dans la galerie des portraits, Constance triait les comptes de la maison. Elle était dans la petite pièce attenante à la bibliothèque qu'elle utilisait pour ce travail. Une pièce avec une bonne lumière du nord et une porte qui ne fermait pas tout à fait. C'est là qu'elle entendit Pell et la douairière. Elle ne bougea pas. Elle n'était pas le genre de femme à bouger. « La jeune Fenwick tiendra bon, » dit Pell. Sa voix avait son ton prudent habituel, comme si chaque mot avait été redressé à côté de son voisin avant d'être envoyé. Elle a intérêt. La voix de la douairière était plus basse et plus froide que Constance ne l'avait jamais entendue en 11 mois de proximité quotidienne. Aldrich ne se mariera avec personne avant le 30. Je gère sa correspondance depuis 12 ans. Il n'a pas la moindre idée de comment commencer. Une petite pause, qu'elle archiva soigneusement. Si cela peut vous rassurer, je peux renvoyer un mot à Fenwick. Non, trop de mouvements attirent l'œil. Nous attendons.
Constance resta parfaitement immobile, sa plume posée à plat sur la page. Elle comptait. 26 ans d'entraînement à rester petite. À être la femme, ni assez jeune pour menacer, ni assez vieille pour être ignorée. À exister dans les dimensions exactes de l'espace qui lui était assigné. Et maintenant, elle regarda la plume. L'encre était encore fraîche sur les chiffres, et elle pensa, pas cette fois. Elle ne bougea pas jusqu'à ce qu'elle entende la porte de la douairière se fermer. Puis elle prit la plume et écrivit 3 mots au bas de la page de compte. La poste pelle. Elle déchira le morceau de papier et le brûla à la bougie. Elle n'avait pas besoin de rappel. Elle gardait la comptabilité dans sa tête, là où elle devait être. Elle passa le reste de la matinée à découvrir ce dont elle avait besoin. Elle était très douée pour découvrir des choses, parce qu'elle était invisible, comme le deviennent les femmes utiles. Elle était celle qui apportait le thé, qui trouvait la lettre, qui remettait de l'ordre dans la pièce avant que quiconque ne remarque le désordre. Et dans cette invisibilité, elle pouvait se déplacer dans les passages de service, les salons et les quartiers des domestiques d'Ashvale, comme une aiguille à travers le tissu, rassemblant le fil. À midi, elle savait que les lettres de Mademoiselle Fenwick avaient été reçues à Londres. Elles avaient été transmises ici par les mains de Pell, avant que le duc ne les voie. Elle savait que les réponses du duc étaient également passées par les mains de Pell. Elle ne savait pas encore ce qui, le cas échéant, avait été changé en cours de route. Mais elle connaissait quelqu'un qui pourrait le savoir. Le sous-valet Tom avait 17 ans. Il était large d'épaules, plus sérieux que son âge, et désespérément amoureux de la lingère. Cet amour le poussait à faire de petites choses inutiles près de la buanderie pour se faire remarquer. Il n'était pas malin, mais il était honnête. Une honnêteté qui vient du fait de ne pas avoir encore appris les avantages de la malhonnêteté. Il livrait le courrier avec Pell depuis 6 mois. Elle le trouva en train de transporter du bois. Elle l'aida avec la porte. « Les lettres qui arrivent pour le duc, dit-elle. Arrivent-elles parfois déjà ouvertes ?» Tom posa le bois et la regarda avec l'expression de quelqu'un qui a porté une pierre dans sa botte pendant des mois et qui vient d'obtenir la permission de s'arrêter de marcher. « Une fois, mademoiselle, dit-il, que j'ai vu, ça aurait pu être un accident. Et Pell l'a refermée ? Il l'a refermée, oui. Il a dit qu'elle s'était décollée dans le sac de Londres. Il fit une pause. Je n'ai pas réfléchi. Je veux dire, je ne savais pas, non. Constance dit, bien sûr que non. Tom, encore une chose. Y a-t-il une lettre ou un document que vous ayez vu Pell sceller, qui n'était pas scellé avant d'arriver entre ses mains? Il la regarda. Il avait 17 ans et il était honnête. Et il portait 2 pierres. Elle le voyait maintenant. Pas une seule. La grande enveloppe, dit-il. Il y a 2 semaines. Elle venait des avocats. Il l'a ouverte dans le bureau et je la lui ai apportée. Il me l'avait demandé. Il a dit que l'emballage extérieur avait été mouillé. Il me l'a donnée à sceller après. Mais la cire qu'il m'a donnée était la cire de la maison, mademoiselle, pas celle des avocats. Avez-vous gardé l'emballage d'origine? Il la fixa. Oui, mademoiselle. Il est dans ma veste. Je ne sais pas pourquoi je l'ai gardé. Les gens qui ne savent pas pourquoi ils gardent les choses gardent souvent les bonnes choses. Elle l'avait appris. Elle avait compté là-dessus. Les jours précédant l'arrivée des Wetmore n'étaient pas calmes. Mais ils avaient l'apparence du calme, ce qui est une chose entièrement différente. Constance se rendait à ses repas à l'heure prévue. Elle accompagnait la douairière dans sa promenade de l'après-midi. Elle était agréable, discrète et sans histoire, en tout point comme la douairière l'exigeait. Et elle observait la douairière comme elle avait appris à observer les gens qui pensaient qu'elle ne regardait pas. Avec la distance exacte de quelqu'un qui lit une ligne lointaine. Elle trouva le duc dans la bibliothèque le 2e soir. Ce n'était pas arrangé, mais c'était le genre d'arrangement que les 2 parties mènent sans tout à fait l'admettre. Il était au fond de la pièce, avec un brandy non touché sur la table à côté de lui. Il tenait un livre ouvert dont elle était presque certaine qu'il ne le lisait pas. Elle avait apporté les comptes de la maison. C'était une raison légitime d'être là. Elle s'assit au bureau près du feu, ouvrit le registre et ne dit rien. C'était la chose qu'elle avait décidé qui fonctionnerait le mieux. Au bout de 12 minutes, elle ne comptait pas. Sauf qu'en réalité, si. Il posa le livre. « Vous avez trouvé quelque chose, dit-il. J'ai une théorie avec 2 preuves et une 3e que j'ai l'intention de confirmer demain. Dites-moi. » Elle posa la plume. C'était la carte qu'elle avait gardée en main. La chose qu'elle portait en elle depuis la veille. Elle la posa sur la table entre eux. Pas d'un seul coup, mais bord par bord.
comme on présente un document à quelqu'un qui doit le juger équitablement. Elle lui parla de la lettre, de Pell, de Tom et de l'emballage extérieur avec son seau brisé et sa mauvaise cire. Elle ne lui parla pas de la douairière. Pas encore. Elle avait une pièce qui ne tiendrait pas sans les autres. Et la pièce concernant sa mère était celle qu'elle devait placer en dernier, quand il aurait déjà vu la forme de l'ensemble. Il écouta sans l'interrompre. C'était, avait-elle observé, sa façon d'écouter, non pas comme une performance de patience, mais comme un véritable mode de pensée. Il prenait chaque élément et le plaçait contre ce qu'il savait déjà. Ses mains étaient à plat sur le bureau, de chaque côté du registre. Quand elle eut fini, il resta silencieux pendant ce qu'elle estima à 20 secondes. « Pell, dit-il. Pell au centre. » Elle acquiesça. « Il y en a peut-être d'autres. Je ne connais pas encore l'étendue de l'affaire. Vous avez dit demain. Qu'y a-t-il demain? J'ai besoin de voir les lettres elles-mêmes. Celles que vous avez envoyées à Mademoiselle Fenwick avant qu'elle ne lui parvienne. » Il la regarda. « Celles-là sont à Londres, en sa possession. »« Non, dit Constance. Des copies sont dans les dossiers de Pell. Il fait une copie de chaque correspondance avant qu'elle ne quitte la maison. Il me l'a dit lui-même le premier mois. Il appelait ça les archives de la maison. » Le silence qui suivit était de ceux qui s'installent quand un homme regarde sous un angle différent quelque chose en quoi il a eu confiance pendant 12 ans. « J'ai été, dit-il prudemment, un imbécile considérable. »« Non, dit-elle. Vous avez été un homme qui faisait confiance à sa maisonnée parce qu'il n'avait aucune raison de ne pas le faire. Ce n'est pas la même chose. L'imbécile est celui qui a choisi d'être digne de confiance. » Quelque chose bougea derrière ses yeux. Pas le souvenir d'un rire cette fois. Quelque chose de plus ancien et de plus prudent que cela. « Mademoiselle Prior, dit-il, pourquoi faites-vous cela ?» La question était honnête, et elle lui devait une réponse honnête. Elle regarda le registre devant elle, la colonne de chiffres qu'elle ne lisait pas vraiment, la bougie sur le bureau entre eux. Et elle dit la seule chose vraie qu'elle possédait. « Parce que quelqu'un devrait le faire, dit-elle, et parce que je suis très fatiguée d'être petite. » Il ne dit rien pendant un moment. « Les archives sont dans le bureau de Pell. J'aurai besoin d'une clé. J'en ai déjà fait une copie. » Il la regarda. Pour la première fois, elle vit l'économie contrôlée de son visage subir une brève et authentique perturbation. Pas un sourire, pas tout à fait, mais la préparation d'un sourire, le déblaiement du terrain où un sourire pourrait éventuellement se tenir. « Demain, dit-il. Demain, acquiesça-t-elle. Elle ne dormit pas particulièrement bien, ce qui était normal. Le matin, elle était au bureau dans la petite pièce attenante à la bibliothèque, quand l'horloge sonna 7 heures. Elle avait déjà la copie des archives ouvertes. Et 3 choses inattendues étaient étalées devant elle dans la pâle lumière de septembre. La première était une lettre de l'écriture du duc, mais pas tout à fait son écriture. Elle avait passé 2 mois à gérer sa correspondance pour la maisonnée de la douairière. Elle connaissait la légère inclinaison vers la gauche de ses R, la façon dont son D montait un demi-cheveu plus court que son L. Si R était incliné à droite, les D étaient égaux. Les mots étaient ses mots. Elle pouvait voir l'ossature de ses phrases sous l'imitation, mais les lettres avaient été recopiées d'une main presque parfaite. Presque. Le deuxième était un reçu, glissé au dos du dossier. Il concernait l'achat d'une teinture médicinale chez un apothicaire de Bristol. La teinture était une qu'elle reconnaissait de nom. Un composé utilisé à petite dose pour les articulations et à plus forte dose pour le genre de brouillard persistant de l'esprit qui, de l'extérieur, ressemble beaucoup à un deuil naturel. Elle avait été administrée, suggérait la date du reçu, dans les mois qui suivirent la mort du défunt duc. Les mois pendant lesquels le duc actuel s'était retiré de tout, y compris, elle le comprenait maintenant, des tentatives du monde pour l'atteindre. Le troisième était le codicille modifié, le vrai, ou plutôt, 2 versions. Celle des dossiers officiels du domaine, qu'elle avait lus 2 mois plus tôt, et une deuxième ébauche, d'une autre main, avec une clause cruciale modifiée. Dans la version officielle, la fiducie revenait à l'administration du duc s'il se mariait après son 30e anniversaire, mais avant son 32e, sans aucune disposition punitive. Dans la version modifiée, il n'y avait pas de telle grâce. La fenêtre de tir était absolue et la revendication des Wetmore était permanente. Elle resta assise un moment, avec les 3 choses devant elle. Puis elle se leva, rangea les papiers et partit à la recherche du duc. Elle le trouva dans la cour de l'écurie. Il n'était pas là pour une raison officielle. Il regardait le palefrenier travailler avec un jeune cheval.
Il se tenait près de la clôture, les bras croisés, et le col de son manteau relevé contre le froid du matin. Et c'était la chose à son sujet, qu'elle avait passé 11 mois à archiver sans le vouloir. Il allait là où le travail était honnête. Le cheval la vit avant lui, tourna la tête, et il suivit l'attention de l'animal. Elle lui tendit les 3 documents sans préambule. Il les lut en silence. Le cheval souffla dans le calme. Le palefrenier s'efforçait de ne pas regarder. Quand il leva les yeux, elle ne s'était pas tout à fait préparée à ce que fit son visage. Ce n'était pas de la colère, bien que la colère fût là. C'était l'expression d'un homme qui révisait 12 ans de sa propre histoire et qui trouvait le coût de chaque révision accumulée contre lui. « La teinture, dit-il. »« Les dates correspondent, dit-elle. Je ne peux pas prouver la cause. Mais les dates correspondent. » Il regarda de nouveau le faux codicille. Ses mains, remarqua-t-elle, étaient parfaitement stables. « Ma mère, dit-il. Ce n'était pas une question. Je ne connais pas encore toute l'étendue de ces directives. » Elle fit une pause. « Je sais qu'elle était au courant de la gestion de votre correspondance par Pell. Je sais qu'elle ne souhaitait pas que vous vous mariiez avant le 30. Je ne sais pas à quel point elle était au courant de... » Elle désigna les documents. Le reste, elle n'aurait pas autorisé la teinture. « Non, dit Constance. Je ne pense pas qu'elle l'aurait fait. » Elle le regarda attentivement. « Pell est le centre. Votre mère est à la périphérie. Cette distinction aura de l'importance. » Il plia les documents. Sa mâchoire était serrée. Son épaule droite, comme toujours, était légèrement plus basse que la gauche. « Les Wetmore arrivent demain, dit-il. Je sais, et j'ai encore besoin... » Il s'arrêta. Il regarda le cheval. Il se retourna vers elle. Et pour la première fois, il y avait quelque chose dans son expression qui n'était pas contrôlé, pas évalué, pas le regard d'un homme qui décide de ce qu'il va montrer. « Mademoiselle Prior, dit-il, je suis sur le point de dire quelque chose qui va paraître mercenaire, peu importe comment je le formule. Et je veux vous demander, avant de le dire, de mettre entièrement de côté la question pratique et de me répondre honnêtement. » Elle ne s'attendait pas à cette tournure de conversation. Elle garda un visage impassible. « Continuez, dit-elle. Seriez-vous prête, dit-il, à m'épouser? Pas comme une solution au codicille, pas comme une transaction, pas comme un échange d'aucune sorte. Je vous demande de mettre tout cela de côté et de me dire si vous seriez prête. La réponse peut être non. » Elle le regarda longuement. « Vous avez eu 3 jours, dit-elle, et c'est la question à laquelle vous êtes arrivé. »« Oui. » Avant de répondre, dit-elle, je veux être clair sur le fait que j'ai déjà un plan pour régler le problème du codicille qui ne nécessite pas votre mariage avec qui que ce soit, y compris moi. Les documents que je viens de vous donner sont suffisants, avec les bons témoins, pour invalider le codicille modifié et établir l'ingérence de Pell dans vos affaires. La revendication des Wetmore tombe d'elle-même. Vous n'avez besoin d'épouser personne. Je sais, dit-il. Je demande quand même. Elle sentit quelque chose bouger dans sa poitrine qu'elle ne put immédiatement inscrire dans aucun registre qu'elle connaissait. Elle avait passé 26 ans à être la femme qui n'était ni assez, ni trop de quoi que ce soit. Elle s'était construit une bonne vie, une vie précise et honnête. Et jamais personne ne lui avait demandé quoi que ce soit en connaissant l'inventaire complet de ce qu'il demandait. « Je vous donnerai une réponse, dit-elle, quand tout cela sera terminé. » Quelque chose bougea au coin de sa bouche. Pas un rire, mais presque. « Alors, finissons-en, dit-il. » Les Wetmore arrivèrent à 2 heures l'après-midi suivant, dans une voiture de voyage avec les armoiries des Wetmore peintes sur la portière. Cela lui apprit tout ce qu'elle avait besoin de savoir sur la compréhension de la subtilité par Lord Wetmore. C'était un homme svelte et lisse de 40 ans, avec un sourire qu'il portait comme un manteau ajusté, parfaitement taillé et entièrement décoratif. Sa femme était silencieuse et charmante, ne disait presque rien et avait les yeux d'une femme qui comprenait tout et avait appris à ne pas le mentionner. Constance les nota tous les deux attentivement et ne dit rien. Elle avait passé la matinée à se préparer. Elle avait envoyé 3 lettres, une à l'avocat, dont le cabinet avait produit le codicille original, une à mademoiselle Fenwick dans le Lincolnshire par courrier express, et une au magistrat local, un homme nommé Holt, qui servait le district depuis 20 ans et avait l'allure de quelqu'un qui avait entendu toutes les variétés de la tromperie humaine et n'en trouvait aucune particulièrement surprenante. Les lettres étaient parties tôt. Les réponses, elle l'espérait, arriveraient à temps. Elle avait également parlé à Tom, au palefrenier, et à la femme qui nettoyait le bureau privé du duc. Elle le nettoyait depuis 9 ans,
et avait remarqué 8 mois plus tôt que les documents dans le tiroir en haut à gauche étaient parfois dans un ordre différent quand elle venait nettoyer le jeudi. Elle n'avait pas su quoi faire de cette information. Constance savait quoi en faire. Le soir de l'arrivée des Wetmore, il y eut un dîner formel. Constance était assise à la gauche de la douairière, comme toujours, dans les dimensions exactes de sa position. Elle regardait Pell gérer la pièce comme un horloger gère un mécanisme. Chaque élément à sa place ordonnée, rien laissé au hasard. Il se tenait près du buffet, avec la certitude tranquille d'un homme qui connaît le déroulement de chaque événement de la soirée. Lord Wetmore parlait des intérêts forestiers du domaine. Les ducs mangeaient dans un silence que les hommes de moindre envergure prennent pour de la vacuité et que les grands hommes reconnaissent comme de l'attention. Son épaule droite était plus basse que la gauche. Ses mains étaient immobiles de l'autre côté de la table. Ses yeux rencontrèrent ceux de Constance pendant une seconde précise. Elle baissa les yeux sur son assiette et mangea la soupe. Les lettres de l'avocat et du magistrat Holt arrivèrent le lendemain matin. La lettre de mademoiselle Fenwick arriva à midi. Constance lut les 3 seules, les ajouta aux documents qu'elle avait déjà rassemblés et posa le dossier complet à plat sur le petit bureau de la pièce attenante à la bibliothèque. Puis, elle alla trouver le duc. Le règlement de compte, tel qu'elle l'avait assemblé dans son esprit, n'était pas compliqué. Il nécessitait une pièce, les bons témoins, la bonne séquence et une question qu'elle avait gardée pour la fin, car c'était celle dont elle était certaine qu'elle ferait tout éclater. Elle avait demandé au duc le salon du matin à 11 heures. Il avait une bonne lumière et était assez grand pour que 7 personnes puissent se tenir à l'aise, et assez petit pour que personne ne puisse se retirer contre un mur et devenir spectateur au lieu de participant. Elle lui avait demandé d'inviter les Wetmore sans leur dire pourquoi. Elle avait demandé au magistrat Holt d'assister à titre non officiel en tant que voisin de 30 ans, ce qui était techniquement vrai et légalement suffisant. Elle avait demandé à Tom de se tenir dans le couloir avec l'emballage extérieur de l'enveloppe de l'avocat. Et elle avait demandé au duc de ne rien dire avant qu'elle ait fini, ce qui avait été la chose la plus difficile qu'elle ait demandé à quiconque ce matin-là. Il avait accepté tout cela. À 11 heures précises, ils étaient dans le salon du matin. Le duc se tenait près de la fenêtre. Lord et Lady Wetmore, dans les 2 fauteuils près du feu. Le magistrat Holt au bureau. Et Constance, debout au centre de la pièce, avec le dossier dans ses mains, comme une femme qui a fait ses comptes et les a trouvés équilibrés. Pell fut le dernier à entrer. Le duc lui avait demandé, en personne, d'être présent. Il entra avec son calme habituel, les mains le long du corps, et s'arrêta en voyant les visages assemblés. Ses yeux se portèrent immédiatement sur le dossier. Son habitude de redresser les choses le fit jeter un bref coup d'œil à un tableau qui était de travers de 4 degrés sur le mur le plus proche. Il ne tendit pas la main pour le corriger. « Mademoiselle Prior », dit Lord Wetmore, et le sourire était parfaitement ajusté, mais les yeux au-dessus avaient fait le même calcul rapide que ceux de Pell. « 1 heure inhabituelle pour une réunion de famille. »« Je trouve les heures inhabituelles utiles, » dit Constance. Moins de gens ont eu le temps de se préparer. Elle commença par le faux codicille, parce que c'était le plus clair. Elle plaça les 2 versions côte à côte sur le bureau devant le magistrat Holt et lui demanda de lire les clauses pertinentes. Il le fit une fois et les reposa avec l'expression d'un homme qui trouve un corps dans un endroit censé être vide. « Ce ne sont pas les mêmes documents, dit-il. »« Non, acquiesça Constance. Lord Wetmore dit, « Je ne vois pas ce que cela... » « Le sceau sur la version modifiée, dit Constance, correspond à la cire de la maison, pas à celle de l'avocat. L'avocat confirme par écrit. Elle produisit la lettre. Qu'une seule version a été transmise. Les archives de Pell contiennent une copie de l'enveloppe de transit. Elle fit un signe de tête vers la porte. Tom apporta l'emballage extérieur, le posa sur le bureau à côté des lettres et partit. Le sceau sur l'emballage est brisé, observa le magistrat Holt. Il a été refermé, dit Constance, avec de la cire de la maison. La pièce était très silencieuse. La lumière du matin se déplaçait sur le sol, lente et indifférente, comme la lumière se déplace lorsque les affaires qui se déroulent à l'intérieur sont trop humaines pour qu'elle en tienne compte. Produisit les copies des lettres du duc à mademoiselle Fenwick, les vraies, de sa main, avec la légère inclinaison vers la gauche des R. Elle plaça à côté les versions que mademoiselle Fenwick avait reçues, qu'elle avait jointes à sa propre lettre. L'imitation avec les R inclinés à droite. Mademoiselle Fenwick, dit Constance, écrit qu'elle aurait été heureuse de répondre plus chaleureusement
si les lettres qu'elle avait reçues avaient été plus chaleureuses. Ce n'étaient pas les lettres envoyées. Lady Wetmore ne dit rien, mais Constance vit ses mains se joindre sur ses genoux, avec la précision de quelqu'un qui se retire d'une pièce tout en y restant. Elle produisit le reçu de l'apothicaire en dernier, parce que c'était le pire. Elle ne parla pas immédiatement après l'avoir posé. Elle laissa le magistrat Holt le lire. Elle laissa le duc le relire, bien qu'il l'eût déjà lu, parce que la deuxième fois était pour la pièce. Le sourire de Lord Wetmore avait disparu, à la manière d'un manteau qu'on enlève discrètement, pour ne pas attirer l'attention. « Ceci, dit-il, n'a aucun lien avec mon cousin. Je ne prétendrai pas que si, dit Constance. Le reçu est à Pell. La directive, je crois, n'est pas la vôtre. Elle regarda Lord Wetmore fixement. Mais vous saviez que le codicille avait été modifié. Ce n'était pas une question. Il ne dit rien. La lettre de l'avocat, dit-elle, fait référence à une demande de votre bureau en mars, demandant une clarification de la clause de délai de grâce. La clause qui, dans la version qu'on vous a montrée, n'existe pas. Elle fit une pause. On ne demande une clarification que pour une clause qu'on vous a montrée. On vous a montré la fausse version. On m'a peut-être montré, milord, dit le magistrat Holt, et les 20 ans de patience dans sa voix étaient du genre qui vient avec une vision très claire des conséquences. Je vous recommanderais très fortement de cesser de parler maintenant. Wetmore s'arrêta. Elle se tourna vers Pell. Il était la seule personne dans la pièce à n'avoir pas changé d'expression. Il se tenait près du mur avec le calme d'un homme qui s'était préparé pour ce jour et qui le trouvait tout de même arriver une porte plus tôt que prévu. Ses mains étaient le long de son corps. Il avait cessé de redresser les choses. Elle avait une question. Elle l'avait gardée. Pell, dit-elle, la femme à Bristol, celle qui a préparé l'ordonnance. Était-elle le médecin du défunt duc ou le sien? Elle désigna le duc actuel sans le regarder. Quelque chose se produisit sur le visage de Pell. Ce fut très rapide et vite terminé, mais elle l'avait guetté, et elle l'attrapa. Une ligne de faille qu'elle avait déjà vue sur les visages de gens qui ont construit toute leur structure sur un seul mur porteur et qui réalisent en un seul instant que quelqu'un a trouvé le mur. Ce n'était pas de la culpabilité. C'était plus ancien que la culpabilité. C'était le chagrin épuisé de quelqu'un qui a cru longtemps en une cause qui venait d'être vue clairement à la lumière et jugée insuffisante. Le sien, dit Pell. Sa voix était la même que toujours, mesurée, nette, redressée à côté de sa voisine. Il a été administré dans les appartements de sa défunte grâce. Sur ordre de qui? Le silence dura 4 secondes. Le mien, dit Pell. Le mien seul. C'était la réponse qu'elle attendait. Elle s'y attendait parce qu'elle l'avait observé pendant 11 mois et avait compris que, quoi qu'il fût d'autre, il n'était pas le genre d'homme à se cacher derrière les jupes d'une femme. Il était le genre d'homme qui croyait gérer quelque chose qui nécessitait d'être géré, et qui l'avait géré au-delà de toute limite que la raison pouvait excuser, et qui, maintenant, dans la simple syllabe de ce seul mot, traçait la ligne autour de lui-même avec la dernière dignité qui lui restait. Elle le regarda un moment avec l'expression qu'elle réservait aux choses qui ne pouvaient être défaites. « Merci, dit-elle. » Ce n'était pas sarcastique. Le magistrat Holt demanda le dossier. Elle le lui donna. Le reste prit moins de temps qu'il n'aurait dû, car le reste était de la logistique. Et la logistique ne requiert pas de dignité, seulement de l'ordre. Lord Wetmore reçut une explication très claire, de la voix précise du magistrat Holt, de ce qu'une décision civile sur le codicille modifié signifierait pour les comptes de la fiducie Wetmore, et de la rapidité avec laquelle la clause de délai de grâce du vrai codicille serait rétablie. Il accepta cela avec l'expression contractée d'un homme qui mange quelque chose d'avarié. Lui et sa femme partirent le lendemain matin. Pell resta. Il s'assit sur la chaise que le magistrat Holt lui indiqua, et Constance les laissa seuls, car le reste de cette conversation ne la regardait pas. Elle sortit dans le couloir et y trouva le duc, adossé au mur, les bras croisés et l'épaule droite basse. Il la regarda avec l'expression qu'il portait depuis la cour de l'écurie, l'expression qu'elle avait fait semblant de ne pas remarquer. « C'est fait, » dit-elle. « Oui. » Il ne dit rien pendant un moment. Alors il croyait protéger le domaine. « Oui, de moi. » L'ombre de la guerre passa brièvement sur son visage. « De l'homme que j'étais après mon retour. »« Oui, je l'étais. » Il le dit simplement. « Je n'allais pas bien ces premières années. » Il n'avait pas tort sur l'homme qu'il voyait. Il avait tort de s'autoproclamer le remède.
C'était un de ces moments que la narration pouvait décoder en une seule phrase. Le coup de ce qu'il fallait pour dire cela. La précision d'un homme qui a fait un juste bilan de ses propres dommages et refuse de l'utiliser comme excuse. Elle ne dit rien. Il n'y avait rien à ajouter. « Que ferez-vous de lui » demanda-t-elle. Il resta silencieux pendant 5 secondes. « Il aura une pension » dit-il. « Assez pour vivre. Il partira discrètement. Il n'y aura pas de poursuite. Parce que le mal qu'il avait l'intention de faire au domaine, il l'a maintenant défait lui-même. Et le mal qu'il m'a fait, il fit une pause. Le mal qu'il m'a fait, il ne peut le réparer. Et je découvre que je ne veux pas passer des années à le regarder essayer. La clémence de sa décision était raisonnée à voix haute, non jouée. Elle arriva, comme toutes ses déclarations importantes, sur le même ton posé que tout le reste. « Votre mère, dit Constance, je lui parlerai cet après-midi. » Il regarda le mur. Elle ne savait pas pour la teinture. J'en suis certain. Elle savait que Pell gérait ma correspondance, et elle l'a permis, et elle n'aurait pas dû. C'est un autre bilan. Il la regarda. « Elle est toujours ma mère. »« Oui, dit Constance. »« Elle l'est. » Il la regarda un moment avec cette pleine attention dont elle avait fini par comprendre qu'elle n'était pas une performance, mais un véritable mode d'être avec quelqu'un. Être entièrement présent, de la manière dont les gens ne le sont que lorsqu'ils ne jouent plus aucun rôle. « Vous avez dit, lui rappela-t-il, que vous me donneriez une réponse quand tout cela serait terminé. » Le couloir était silencieux. Quelque part au-dessus d'eux, une porte s'ouvrit et se ferma. La lumière de la fenêtre au bout du couloir était une lumière de septembre, claire et légèrement mélancolique, et elle se déplaçait sur le sol entre eux. Elle avait réfléchi à ce qu'elle dirait. Elle l'avait composé, révisé, inscrit dans le registre et vérifié par rapport à chaque mesure honnête qu'elle possédait. Finalement, elle n'était pas arrivée à des mots. Elle était arrivée à un seul fait. Le fait qu'elle se tenait dans un couloir avec un homme qui lui avait posé une question, sachant exactement de quoi il parlait. Et elle n'était pas petite, et elle ne l'avait pas été depuis un certain temps. Et le coup de l'admettre elle-même était le dernier coup de toute cette affaire, et elle avait déjà tout payé. « Aldrich, dit-elle. » Elle ne l'avait jamais appelé ainsi auparavant. Il devint absolument immobile. « La réponse, dit-elle, est oui, parce que je le souhaite, pour aucune autre raison. » Il la regarda pendant 2 secondes avec l'expression d'un homme dont le visage a été prié de porter quelque chose qu'il n'est pas tout à fait certain de savoir comment tenir. « Épousez-moi parce que vous le souhaitez. C'est la seule raison que j'accepterai. » C'était la phrase qu'elle avait prononcée en premier, et il la lui rendit, modifiée. Et c'est ainsi qu'elle comprit, enfin, qu'il l'écoutait depuis le premier jour. Il ne l'embrassa pas. Il se tenait très immobile dans le couloir, et elle se tenait très immobile dans le couloir. Et ils se regardèrent avec l'expression claire et consciente du coup de 2 personnes qui sont arrivées à un endroit cher et ont trouvé que cela en valait le prix. Une porte s'ouvrit à l'autre bout. C'était la vieille gouvernante à la langue sèche, Madame Brent, qui avait géré Ashvale à travers 3 générations de duchesses, et qui, pour autant que Constance pût en juger, n'avait jamais approuvé quoi que ce soit de toute sa vie. Elle les regarda dans le couloir, avec l'expression de quelqu'un qui s'attendait à toute cette évolution et qui en voulait au monde de la faire se sentir satisfaite. « Les comptes sont sur votre bureau, » dit-elle à Constance, « quand vous aurez tout à fait terminé. » Elle se retourna et repassa la porte. Quelque chose se produisit sur le visage du duc. Cela se produisit pleinement et complètement et ne fut pas coupé avant d'être terminé. Un rire, bref, surpris et authentique. Le premier qu'elle avait entendu depuis le passage et cette fois, elle savait ce que c'était. Et elle savait ce que cela lui coûtait. Et elle le regarda se produire avec l'attention qu'il méritait. Il redevint silencieux, presque immédiatement. Mais le terrain où le rire avait été était différent après son passage. « C'était la première fois ?» demanda-t-elle. « Depuis ?» Il réfléchit. « Depuis avant la guerre. » Elle nota cela dans le registre pertinent et ne dit rien de plus à ce sujet. C'était suffisant. Le mariage eut lieu en octobre, à la fin du mois, dans l'église paroissiale, avec 4 témoins et Madame Brent. Celle-ci pleura de la manière posée et furieuse d'une femme refusant d'être vue en train de le faire, et échouant complètement. C'était une petite chose à côté des spectacles de l'été. Le matin était frais et gris, et la lumière était de ce genre honnête de l'automne. Constance ne portait aucune parure particulière car elle n'en avait pas. Et elle ne ressemblait à rien d'autre qu'à elle-même, ce qui était la seule chose qu'elle avait jamais été et la seule chose qu'elle avait l'intention de rester.
Pell quitta Asheville cette même semaine. Il avait un cottage dans le Hampshire. Il avait, Constance le comprit d'après les termes de la pension, une fille là-bas qu'il n'avait pas vue depuis des années. Elle s'autorisa une seule pensée, tenue brièvement puis mise de côté, qu'il pourrait avec le temps trouver dans cette vie diminuée quelque chose que la grande vie ne lui avait pas donné. Elle ne pensa plus à lui après cela. Lord et Lady Wetmore se retirèrent dans leur propriété du Lincolnshire, où la chasse était meilleure, et les rappels des événements récents moins nombreux. Lady Wetmore envoya un cadeau de mariage, un très bel ensemble de livres de contes de maison, vierges, noués avec un ruban. Constance soupçonna que c'était soit une coïncidence remarquable, soit une femme remarquable. Elle écrivit une note de remerciement chaleureuse et garda les livres. Mademoiselle Honoria Fenwick, dans l'autre Lincolnshire, celui du Nord, répondit à la note d'explication de Constance par une lettre d'une intelligence si gracieuse qu'elles entamèrent une correspondance. Au moment des événements pertinents de cette histoire, elle durait depuis près de 20 ans et procurait aux deux femmes une satisfaction considérable. La douairière et la duchesse parvinrent à un arrangement, et cet arrangement s'appelait l'honnêteté. Elles y arrivèrent au moyen d'une longue et difficile conversation d'après-midi dans le salon de la douairière. Constance y entra en tant que dame de compagnie et en sortit en tant que belle-fille, avec la reconnaissance de ces deux vérités tenues entre elles comme une lampe partagée. La douairière n'était pas, en fin de compte, la femme que Constance avait cru qu'elle était pendant 11 mois, et cela nécessita une révision du registre, qu'elle fit sans se plaindre. Car une comptabilité honnête exige de réviser à la baisse comme à la hausse. Elle était, en fin de compte, une femme qui avait eu peur, qui avait utilisé la complaisance d'un homme de peu comme un outil, et appelé cela de la gestion, qui avait eu tort, et le savait, et qui était, à la manière des femmes de sa génération qui avaient eu tort, entièrement capable de ne rien faire d'autre que de porter cette connaissance avec une correction absolue pour le reste de ses jours. C'était suffisant. Constance décida que c'était suffisant. Tom fut promu. Le cheval dont le duc avait observé le travail dans la cour de l'écurie, un gris au tempérament compliqué et à l'œil excellent, se révéla avoir été correctement évalué. Il fut un bon cheval pendant 3 ans après cela, et Tom participa à son dressage. Et c'était le genre de comptabilité qui se clôture tranquillement dans la colonne des satisfactions, sans nécessité de cérémonie. Madame Brent ne prit pas sa retraite et n'avait pas l'intention de le faire, et Constance ne le lui demanda pas. Elle resta à Asheville pendant de nombreux autres septembre, tyrannisant les étagères de linge et dispensant des opinions avec la liberté de quelqu'un qui a gagné le droit de ne pas les adoucir. Elle était, Constance en était venue à le comprendre, le passage est fait femme. Le son qui se propageait à travers les boiseries d'une maison pour vous dire que quelque chose y était vivant. Vers la fin du mois d'août suivant, alors que le domaine profitait de la dernière chaleur confortable avant le changement de saison, Constance retourna dans le passage est. Le grand livre de comptes était calé contre sa hanche. Le linge était empilé sur 3 de profondeur, 4 de largeur, exactement comme il se devait. Elle le compta, non pas parce qu'il avait besoin d'être compté, mais parce qu'elle avait pris l'habitude de se tenir dans ce passage particulier à cette heure particulière du matin. Et cette habitude avait un nom qu'elle ne lui avait pas donné quand elle s'était formée, mais qu'elle comprenait maintenant. Le rire venait de la mauvaise pièce. Elle resta parfaitement immobile. Il revint, bas et familier, et entièrement spontané, suivi d'une deuxième voix qu'elle reconnut comme celle du palefrenier, suivi d'une troisième, qui était celle d'Aldrich, et elle comprit qu'ils étaient dehors, sous la fenêtre est, et que le matin avait produit quelque chose. Le comportement d'un cheval, une clôture cassée, un morceau ordinaire de la vie quotidienne honnête du domaine, qui avait fait rire son mari, avant que le monde ne soit complètement éveillé. Elle posa le registre, elle laissa le linge, elle alla à la fenêtre au bout du passage, et elle regarda la cour de l'écurie dans la lumière dorée et pâle d'août. Et il était là, et elle regarda son visage, et elle pensa, voilà ce que cela a coûté, et je l'ai payé, et voilà à quoi cela servait. Elle n'avait pas su, 11 mois plus tôt, ce que ce rire dans la mauvaise pièce finirait par signifier. Si elle l'avait su, elle aurait arrêté de compter sur le champ, et serait allée le trouver plus tôt. Si cette histoire a réchauffé quelque chose en vous, si vous vous êtes déjà retrouvé dans un couloir à compter les mauvaises choses, pendant que les bonnes se passaient dans les pièces à côté, alors vous connaissez cette douleur particulière.
et j'espère que cette heure passée au coin du feu en valait la peine. Il y a toujours une chaise pour vous ici. La bouilloire est toujours sur le feu, et la lampe ne s'éteint jamais. Dites-moi dans les commentaires quelle phrase de cette histoire vous garderez avec vous. Est-ce la lettre qui fut la preuve de trop? La question qui a fait tomber le mur? Ou ce matin où Constance, à sa fenêtre, a enfin compris à quoi servait le registre? Restez avec nous. Abonnez-vous et gardez votre place au coin du feu. Et en attendant que la prochaine histoire nous trouve, prenez bien soin des pièces calmes où vivent les choses vraies. Et soyez doux avec ceux qui ont allumé votre lampe quand le passage était sombre.